Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Mikasa et Sukasa, légèrement décontracté en ce mercredi. Ce mercredi, je vais vérifier 7 décembre. Waouh, à l'époque de Fouille, ce serait la fête d'indépendance en Côte d'Ivoire, mais on a ramené ça au 7 août. Alors, nous nous acheminons allègrement, sûrement, vers l'éclatement de la CEDEAO. Nous nous acheminons progressivement vers la fin d'une organisation sous-régionale qui ne sert absolument à rien. Nous nous acheminons progressivement vers la fin d'une organisation qui ne fait que servir les intérêts de notre pays, mais qui ne prend pas la peine ni le temps de regarder à quoi elle expose son peuple, parce que tout simplement, quelqu'un met la main dans la poche pour donner des miettes à des présidents, des miettes à des fonctionnaires de la CEDEAO, ceux-ci sans foi ni loi, encore sans vergogne, se lance à des attaques et essaie de tordre le cou au droit pour se donner une certaine bonne conscience quand nous savons que ces gens-là n'ont rien de personne honorable ou de personne de moralité tout à fait exceptionnelle. Allons-nous progressivement vers la fin de cette organisation qui ne sert à rien? Ça, c'est le débat que nous allons aborder. Et le deuxième sujet, quel est aujourd'hui, à quoi s'attendre aujourd'hui? En un mot, l'AES, Alliance des États du Sahel, est face à son histoire. L'AES est face à son histoire. L'AES, je le répète une dernière fois, est face à son histoire. L'AES doit tirer toutes les leçons de la tragédie que vivent nos peuples par la faute de la CEDEAO, d'un État qui se dit État puissant, un État voleur, un État criminel, un État qui se lie d'amitié et de partenariat avec ceux qui créent désolation, tristesse, mort, c'est-à-dire les terroristes. Et on dit aujourd'hui c'est un peu le retour du karma a commencé un tout petit peu. Parce qu'on a commencé à constater dans les capitales occidentales, on a vu que au regard de ce qui se passe en Palestine, par l'armée criminelle, l'armée terroriste, un État terroriste voyou appelé Israël. Je me rappelle pour avoir critiqué l'État hébreu, c'est-à-dire les Israéliens, Facebook avait cru restreindre ma visibilité pour répondre aux aspirations de certaines personnes ou de certains États. J'ai dit, vous pouvez craindre, vous pouvez restreindre ma visibilité, mais vous n'allez jamais fermer ma bouche. Et ne voyez pas Keïta comme étant un être physique, c'est ça l'erreur de beaucoup de gens. Et même au niveau d'Abidjan, quand je vois Ouattara s'exciter, s'énerver, il n'a rien compris. Keïta est un esprit. Vous regardez la chair humaine, vous regardez le corps humain, mais Keïta est un esprit parce que Keïta défend une idéologie. Keïta défend une valeur et ces valeurs-là, on ne les voit pas, on ne les touche pas, mais on les vit, on les éprouve. C'est comme l'amour. L'amour a un nom, mais l'amour n'a pas de visage. C'est quand vous êtes trahi, vous vous rendez compte que vous avez donné votre amour à quelqu'un qui ne mérite pas.
Mais quand vous êtes choyé, vous dites, Dieu vous a béni avec la bonne personne. Mais en réalité, vous ne voyez pas l'amour. Personne ne peut voir le visage de l'amour. Mais vous éprouvez l'amour. Vous sentez quelque chose en vous que vous déterminez comme étant un amour. Le fait de ressentir quelque chose pour quelqu'un lorsque le cœur bat, lorsque vous êtes en joie, lorsque la personne est à côté de vous, vous avez l'impression que le cœur va sortir de la poitrine. C'est ça qu'on appelle l'amour, c'est l'émotion, c'est ce qu'on ressent. Mais ça n'a pas de visage. Parce que l'amour, il est laid, l'amour, il est beau. Il est beau quand vous comblez vos désirs, il est laid quand vous êtes trahi. Keïta, c'est la même chose. Keïta, c'est un esprit. C'est une sensation. Keïta, c'est le visage que vous voyez, le visage que vous pouvez aimer, comme le visage que vous pouvez haïr. Quand il va dans le sens souhaité, vous voyez ce visage-là rayonnant toujours devant vous parce qu'il a dit quelque chose. Mais quand c'est quelqu'un que vous détestez, chaque fois quand vous voyez une situation, c'est le visage de Keïta. Donc, il a cette double identité imaginaire que chacun chérit au-dedans de lui. C'est l'esprit. Même si Keïta disparaît de la face de la terre du jour au lendemain, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voix de Keïta continuera de retentir dans vos oreilles, dans vos cœurs. Ceux à qui j'ai apporté la gaieté seront toujours en joie quand ils entendront, mais cet homme-là, il a vraiment marqué son temps. Il a fait ce qu'il pouvait. Donc, Keïta, c'est cet esprit-là. Ne voyez pas Keïta comme étant un individu. Oui, je suis né d'une famille, j'ai des enfants, j'ai des parents, j'ai des sœurs, mais je vais au-delà de ça. Parce que dans tous les pays du monde, Keïta se trouve. À l'extrémité du monde, le nom de Keïta y est. Le visage de Keïta y est à travers un poste téléviseur, à travers un téléphone, une tablette ou tout simplement un ordinateur. Donc il est partout. Ce n'est pas Keïta qu'il faut haïr ou détester. Mais c'est de prêter une oreille attentive à ce qu'il dit. Est-ce que ça a un sens? Si ça n'a pas de sens, alors laissez Keïta tomber. Laissez-le dans ses balivernes et ses mensonges. Mais si ça a un sens et que vous dites que ça n'a pas de sens, vous allez toujours trouver Keïta dans votre vie en train de vous rappeler ce qu'il a toujours dit. Et là, vous serez hanté. Une hantise positive qui va vous amener à vous ressaisir. Et là encore, il faut que Dieu vous aide à ce niveau. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu bénisse chacun de vous et chacun de nous. Gloire à Allah, nous nous retrouvons encore pour pouvoir partager ensemble selon sa volonté, n'est-ce pas, dans la lutte héroïque que nous menons. Nos soldats, que ce soit les VDP, les FDS de Burkina Faso, prennent les armes. Mais nous, notre arme, c'est la parole. Notre arme, c'est notre bouche. Le Mali et le Burkina viennent de nous donner des armes. Ils nous ont dit désormais, le français que vous allez utiliser, ce n'est pas notre langue officielle. C'est votre langue de combat. C'est l'instrument de votre travail. Donc, utilisez le français comme une arme efficace. Parce que désormais, c'est à cela que doit servir le français. Répondre de tic au tac à ceux qui vont nous attaquer. Mais entre nous, dans la bonne communauté, dans la bonne convivialité, ambe bamanan kan fo kan ɲɔgɔn fo kan jado ɲɔgɔn na ka taa denmusow bolo ɲiningali kɛ bamanankan na kan ka denkulu kɛ bamanankan na kan ka kɔɲɔw kɛ bamanankan na kan ka foliw kɛ bamanankan na kan ka gɛrɛnw sigi ni bamanankan ye ka ɲɔgɔn lajɛ ka baro dumanw don ɲɔgɔn tulo la ni bamanankan ye mais n'an wulila faso kɛlɛ la an k'an ka faso kɛlɛ kɛ ni fɛn min ye o de nanzarakaw ka kan ye n'an b'a fɔ o ma ko tubabukan. O ye bere de anw bolo. M'a fɛ balima bɛɛ ko yɔrɔ de faamuya. Nanzarakan ye Keïta ka bere de. Nanzarakan ye Keïta ka muru de. Nanzarakan ye Keïta ka marifa de. An ka sɔrɔsiw bɛ wulila cogo min na ka djihadisiw ni terrorisiw ni bɛngalikɛlaw k'olu yɔrɔ ɲini k'u bɔ baara la. Marifa de b'olu bolo. Jamana ye marifa san ka d'u ma. Jamana fana de ye ekɔliso dayɛlɛ ko Keïta k'a ka kalan kɛ ka
Kelekemina de Keita ma. Keita ka kelekemina oye Adalakane, oye Nazarakane. Donc nambe Nazarakana kana ke Moshima Bashi. Oye Keita ka Genyedi, oye Keita ka Beredi, oye Keita ka Marfadi. Vrembo de ta kan jo kanga faso kelekeno. Bena joro de do. Bena joro de do. Comme John Kunango Chamambe ou Ti Nazara ou Ti Anga Bamanankan Dumani ou To Mekanye, Anga Tuka ou To Mekanye. On fanon baka kan to me kanye iko flata o iko brodameo iko dogon iko bobokan o iko ife o to me kanye o be mon me kanye o les viens t'asseoir ici je vais t'enseigner au beau de me oh ni sigi kala viens t'asseoir je vais t'enseigner comme au beau me ata to wango bereta ko goshinai ubita bogo kala ma kuma mena ama bega yon fe ango kedro alhamdulillah donc oui, merci à toi, Moribo. Comment vas-tu? Donc, on est ensemble. C'est l'arme de Keita, le français. C'est son instrument de combat. C'est son instrument de lutte. C'est l'instrument qu'il a choisi pour mener la lutte pour la souveraineté de son État, de son pays. C'est l'arme qu'il a utilisée pour mener le combat de la confédération des 3 États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger. Et cette arme-là, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, rabbil alamina, Dieu a fait un don précieux à Keita parce qu'il maîtrise cette arme plus que les enfants de Molière eux-mêmes. C'est pas ça. Alors, on va continuer, Inch'Allah. Alors, il y a... Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait là? Gausso! Il va venir fatigué. J'ai oublié la tablette. Alors, je suis un peu décontenté parce que je me suis pas réveillé trop tôt. J'ai travaillé jusqu'à 6 heures du matin. Je répondais aux messages par rapport au Damsa. Et tous ceux qui ont passé leur commande de Damsa, il fallait répondre aux gens. Donc, j'essaie de répondre à tout le monde. Je me suis couché vraiment aux environs de 6 heures. Donc, je me suis réveillé un peu tardivement. Et puis, bon, ben, j'ai dit, soyons un peu relax aujourd'hui. Demain était notre jour. Hein? Gaoussou! Il répond pas. Quand c'est comme ça, les lampes. Bon, ils ont coupé aussi, on est un peu dans le noir. Donc, vous allez me donner une seconde, je vais chercher ma tablette là. Je crois que j'ai laissé ça dans la chambre et puis on va continuer. Parce que lui, quand tu lui dis d'aller se reposer, il va à l'école, il est un peu fâché souvent. Bon, ça se comprend. Les enfants aiment toujours s'amuser. Alors, donc, donne-moi une seconde, juste le temps de récupérer ma tablette. Et puis, on va commencer. Mais d'ici là, partagez au maximum, faites monter le mercure. On est ensemble, alhamdoulilah. Faites monter le mercure, on est ensemble. Oh, il n'est même pas là. Oh, il est en train de s'amuser dans l'arrière-cour avec ce truc-là. Donc, toutes mes excuses, on fait monter le mercure, je vous en prie. On va aller en pleine puissance, on va mettre la puissance au maximum et puis on va continuer. Faites monter le mercure, je vous en prie. On va continuer, Inch'Allah. On va rapidement parce que on a cru voir quelque part, en tout cas, j'ai cru voir quelque part certains propos. Bon, ben, on verra si on peut les décortiquer. Alors,
On commence d'abord tout en remerciant notre marraine. Il s'agit de Fatmata Batulinian à travers son mouvement Ambicor. Merci infiniment pour tout ce qu'elle fait. Et on vous donne rendez-vous aussi à Caille, hein, où il y a une grande organisation qu'elle est en train de parrainer ou de marrainer, autant pour moi. Donc, ce sera du 26 décembre, pardon, au 10 janvier. Du 26 décembre 2023 au 10 janvier 2024 à Caille. Pour ceux qui ne connaissent pas Caille, vous pouvez aller à Caille. Pour ceux qui veulent découvrir aussi, il y a des endroits touristiques et cette manifestation, les Maliens viendront un peu de partout, les Africains sont invités, donc nous faisons l'écho pour lancer l'appel à tous ceux qui veulent visiter Caille, tous ceux qui veulent découvrir le Mali, parce que par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, les terroristes, les criminels, les assassins, on est en train de leur dire bye 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 bye. Donc on est en train de prendre notre souveraineté sécuritaire en marche. Donc si vous êtes intéressé, vous voulez découvrir Caille, vous êtes au Mali, quelle que soit votre région, faites un tour du côté des Caille pour aller voir ce qu'Ambicor est capable de faire. Parce que quand Fatmata agit, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle met la puissance, elle met la force, elle met la baraka pour que tout le monde se sente vraiment bien à l'aise. Donc à Caille, ce sera du 26 décembre 2023 au 10 janvier 2024 avec un grand réveillon peut-être jamais vu à Caille. Et tout ça, c'est à l'actif d'Ambicor de Fatmata Batulinian. Donc, on vous attend massivement là-bas pour pouvoir participer à la fête. Bon, ben, est-ce que Keïta ira? Bon, ben, on ne sait pas, c'est Dieu qui le sait, on verra ça. Alors, on va continuer, sans oublier notre naturothérapeute Suleiman Sanogo. Alors, on va continuer, on garde le contact. On va mettre la pleine puissance, plein de gaz, et puis on va repartir. Aujourd'hui, la question, c'est les États du Sahel face à leur destin, face à l'histoire. C'est important qu'on se pose cette question. Les États du Sahel face à leur histoire. Les États du Sahel face à leur destin. Quel est ce destin-là? Beaucoup nous diront, je suis sûr, je suis convaincu, beaucoup nous diront que en termes de diplomatie, on dit pas, en termes de diplomatie, on dit pas non, en termes de diplomatie, on dit pas oui. Mais vous savez, j'ai lu tout récemment, la réponse de la jeune sœur du président de la Corée du Nord qui a répondu à la main tendue des Américains. Oh, j'ai pas suffisamment de lumière. Permettez-moi de mettre un peu de lumière, s'il vous plaît. Voilà, je pense que ça pourra aller. Alors, la jeune sœur de Kim Jong, que les Européens appellent, selon eux, le dictateur, bon, quand tu ne t'inscris pas dans leur logique, tu es un dictateur. C'est comme ça qu'eux le disent. Faites monter le mercure. Facebook, ça traîne beaucoup. Merci du côté de YouTube, ça monte en puissance. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. Ça bouge pas, ça traîne pas. Facebook, vous êtes à la traîne. Merci beaucoup infiniment. YouTube, ça monte comme c'est pas permis. On est ensemble. J'aime pas très souvent donner les chiffres, mais c'est bon comme ça. C'est encore plus respectueux. Sinon, on dira, mais depuis il parle, les gens font pas grand chose parce que ça bouge pas, ça sert à rien. Alors, elle a dit, il y a eu la Corée du Nord. Écoutez très bien, c'est comme ça qu'on vient juste de commencer. Hein. La Corée du Nord vient de lancer un satellite espion. Et le satellite espion a pu photographier, a pu prendre en image, le satellite est déjà sur orbite, le satellite a pris en image
des images de la capitale fédérale des États-Unis, Washington, la Maison Blanche. Et ils ont publié. Tellement les Américains ont été choqués. Vous savez, rappelez-vous de ce que je vous ai dit depuis le début de la semaine par rapport à la puissance de feu qui sera la seule garantie valable pour notre monnaie. Pour éviter qu'on nous déstabilise, il faut qu'on ait une armée de pointe, une armée de qualité, une armée exceptionnelle, une armée avec une puissance de feu respectable. Je vous l'ai dit. Merci à toi, mon frère Ahmed Koulibaly. Vous vous rappelez que je vous avais dit ça, d'accord. Après que Donald Trump, après son élection, il a tenté d'amadouer Kim Jong-un de la Corée du Nord. Lui venait à peine d'arriver au pouvoir. Kim Jong-un est au pouvoir il y a longtemps. Donc Kim Jong-un est rentré dans le jeu de Donald Trump. Et Donald Trump pense que l'Amérique tient encore à son nom. Mais pour vous amener à bien comprendre où je vais aller avec les alliances avec l'État des alliances du Sahel, je vais mettre une petite pause et puis ouvrir une parenthèse. J'ai un ami pharmacien avec qui j'échange beaucoup. Quand je suis entré dans sa pharmacie la dernière fois, il m'a dit, Ita, je ne comprends pas. Je suis écœuré, je suis blessé. Même France 24 aujourd'hui est en train de montrer les images des enfants mutilés. Les bombardements israéliens, parce que Israël fait aujourd'hui des bombardements à l'aveuglette. Et le média français dit 80% des victimes aujourd'hui, ce sont des enfants. Je vous en prie, écoutez très bien. 80% des victimes, ce sont des enfants. Des enfants mutilés, bras coupés, pieds coupés. Ceux qui sont morts, très souvent même, il n'y a même plus de tête. La tête est partie par l'explosion. De vous à moi, en tant qu'être humain, je vous ramène en arrière, un tout petit peu. La guerre d'Ukraine. Il y a eu des organisations, des ONG, soutenues par l'Union européenne, qui sont allés à la CPI porter plainte contre Vladimir Poutine pour enlèvement d'enfants. Les enfants qui avaient été enlevés dans les zones de conflit, pour les mettre en sécurité en Russie, on a profité, saisir de cela, accuser Vladimir Poutine de crimes de guerre pour avoir épargné la vie d'enfants sous les feux. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ce fameux mandat d'arrêt? Et jusqu'à présent, ce mandat d'arrêt est là pour la simple bonne raison que Poutine n'a pas... Le mandat d'arrêt émis par la CPI n'est pas que Poutine est en train de combattre l'Ukraine, non. C'est au regard des enfants qui ont été sauvés par la Russie, qui ont été relocalisés et mis à l'école dans les meilleures conditions. On trouve qu'ils ont fait enlèvement d'enfants, donc ils ont été... Est-ce que vous et moi, honnêtement, quand on réfléchit, est-ce que honnêtement, ça c'est une cause, c'est une raison suffisante et valable pour dire que quelqu'un doit aller à la CPI? Mais en fait, c'est le motif. Parce que vous savez, la justice aussi, il y a un système dans la justice. On crée une situation pour vous arrêter. Et quand vous êtes arrêté, maintenant, il y a les multitudes d'accusations. Il y a les multitudes d'accusations qui commencent à pleuvoir. Au moment où vous allez vous rendre compte, on vous arrête pour un seul fait. Souvent même qu'il y a un fait banal où vous allez être libéré, mais vous vous rendez compte qu'après, il y a 1000 autres accusations qui sont là. En fait, c'est le piège qu'on tendait à Poutine. Bon alors, cette même organisation qui a porté plainte contre Poutine, aujourd'hui, elle est aveugle. Aujourd'hui, on ne la voit pas. Aujourd'hui, elle a disparu. Aujourd'hui, elle est muette. Au regard des crimes horribles que Israël est en train de commettre en Palestine. Et tout le monde est unanime. Ce sont les enfants palestiniens qui sont en train d'être exécutés par l'armée israélienne.
personne n'a entendu parler de... C'est là le comédien président sud-africain, j'ai dit, toi tu es un idiot, tu t'assois en Afrique du Sud, et puis tu dis, Poutine doit aller à la CPI, idiot. Des gens se sont levés, ils sont allés porter plainte contre Poutine à la CPI, c'est pas ça. Pourquoi toi tu ne demandes pas à ton ministre de la Justice d'aller porter plainte à la CPI contre Benjamin Netanyahu? C'est-à-dire les Africains, c'est des idiots, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, là, je suis fier de dire que j'ai un président. Sinon, j'ai des présidents. Je commence par le plus aîné, qui est le général Abdraman Tiani. Ensuite, le colonel Goïta et le capitaine Traoré. Wallahi billah, voilà les trois présidents que je reconnais de ma vie d'adulte. Ce sont les seuls et uniques présidents que moi, je reconnais comme président. Le reste là, ça ne me regarde pas. Le reste là, c'est pas mon problème. Je connais que trois présidents dans ma vie, actuellement en Afrique. Abdraman Tiani, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abana. Le reste là, c'est les ouya-ouya, je m'en fous d'eux. Ils vivent, ils meurent, c'est pas mon problème. Parce qu'ils font la honte et la risée de l'Afrique. Comme un idiot de président en Afrique du Sud s'assoit, la CPI doit porter plainte contre Netanyahu. Mais toi-même là, pourquoi tu ne charges pas ta justice des affaires étrangères et ta ministre de la justice là? Pourquoi tu ne la demandes pas, autant pour moi, pourquoi tu ne lui demandes pas d'aller porter plainte contre Benjamin Netanyahu devant la CPI? Pourquoi l'Afrique du Sud ne porte pas plainte devant la CPI contre... Tu t'assois dans ton petit coin coloré là. J'ai dit, c'est pourquoi vous vous rappelez, les deux présidents, je dis, voilà les deux présidents tonneaux vides de l'Afrique, des fils indignes de l'Afrique, ceux qui sont allés s'asseoir la dernière fois pour sortir leur gueule pour puante là, pour parler de Macron. Il y avait lui et puis il y a le président du Kenya. Aujourd'hui, le monde découvre qui est le président du Kenya. Mais le jour où je parlais du président du Kenya, tout le monde pensait qu'il était bon. Tout le monde l'appréciait. Au regard des interventions qu'il a eu à faire, n'est-ce pas, au niveau de cette rencontre que la France avait organisée, où on l'a vu gueuler, dire des bêtises. On a dit, voilà, l'Afrique se réveille. Tout le monde était content. L'Afrique se réveille, l'Afrique se réveille. L'Afrique a des fils qui parlent. 2 jours après, j'ai dit, à cause de Dieu, respectez-vous. Vous aimez trop l'émotion et les sensations. Ces deux présidents-là, ce sont des présidents nullards qui ne valaient rien. Mais le temps nous dira qui ils sont en réalité. Après, le temps nous a donné raison, non? C'est pas le président kenyan qui devient le pantin des États-Unis qui lui donne l'argent et lui dit, va envoyer des policiers kenyans en Haïti. C'est pas lui. Il a la gueule pour parler de ce qui se passe en Palestine et c'est lui qui dit qu'Israël a le droit de se défendre. C'est pas lui qui a dit ça. Mais au Mali ici, là, vous l'avez entendu parler du Mali alors qu'il est africain. Il va mettre sa bouche dans des situations des pays qui ne sont même pas en Afrique. Il a parlé de l'Haïti. Haïti, c'est pas en Afrique. Il allait parler de la Palestine. La Palestine, c'est pas en Afrique. Mais pourtant, chez nous aussi, des choses urgentes se passent. Macron va saluer un dictateur. Autant pour moi. Macron va saluer un putschiste. Le général président du Gabon. Et Macron veut faire la guerre au Niger. Mais cet idiot, cet indigne fils avec sa gueule puante, président du Kenya, il n'a rien dit. C'est pourquoi je vous dis, arrêtez de suivre ces présidents. Mais c'est vous là, c'est vous tous, hein, même vous qui me suivez là, vous êtes tous dedans. Parce qu'après, il y a plein parmi vous qui m'ont envoyé les vidéos de ce gars-là dans ma boîte WhatsApp. Plein m'ont envoyé. Mais par courtoisie, je n'ai pas répondu aux gens. Quand je vois sa photo, je supprime en même temps. Je supprime. C'est-à-dire, tous ceux qui m'ont envoyé truc de ce gars-là, avec ça, non, l'Afrique se réveille, l'Afrique se réveille. J'ai tout supprimé. Billah, je n'ai même pas regardé une seule vidéo dedans. Parce que je sais qui ils sont. Mais pour ne pas offenser les gens, je n'ai pas dit ne m'envoyez pas. Mais pour vous dire que vous continuez toujours dans les mêmes erreurs. Vous continuez toujours à aller vous blaguer. Mais je vous demande à cause de Dieu, ne le faites pas pour Keïta, mais faites-le pour vous-même. Regardez ce qui en vaut la peine d'être regardé.
Il y a un même là qui m'envoie une vidéo hier. Pardon, il faut suivre jusqu'à la fin. Je vois même une vidéo. C'est-à-dire que vidéo que tu m'envoies, je regarde là. Parce que moi, j'ai un problème. Envoyez-moi une vidéo qui peut m'apprendre quelque chose. Mais vous m'envoyez une vidéo qui ne m'apprend absolument rien. Des choses que j'ai déjà décortiquées il y a longtemps dans mes émissions. Des gens découvrent ça pour la dernière fois, enfin, pour la première fois avec d'autres personnes. Et puis ils m'envoient, ils croient qu'ils me donnent une information. Et quand moi je vois ça, je dis, mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Il faut regarder, souvent, ils mettent commentaire, il faut regarder jusqu'à la fin. Mais je vais regarder quoi à la fin? Moi, le début me dit déjà à quoi va ressembler la fin. Je ne regarde même pas jusqu'à la fin. Je ne regarde même pas. Le président de Kenya, c'est la même chose. Est-ce que le jeune sud-africain, là, le jeune révolutionnaire sud-africain, Julius Malé, ou bien Julius, quoi la même là, il n'a pas insulté le président du Kenya? Il a rabaissé, il a insulté à cause de cette affaire d'Haïti là. Mais c'est la même chose que nous vivons. Et aujourd'hui, dans le Liptako Gourmand, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation qui risque de mettre le feu à la maison. Une situation qui risque de faire éclater la CEDEAO. Mais maintenant, vous et moi, nous devons réfléchir suffisamment. Nous avons lancé les alertes. Nous avons interpellé. C'est sûr que nos alertes et notre voix porte. Nous sommes écoutés même au sein de la CEDEAO. Et ils savent très bien que nous sommes écoutés au sein de nos populations. Ils savent aussi, sans ambiguïté, que nos présidents, en tout cas, suivent certains parmi nous sur les réseaux. Donc, eux aussi, ils viennent s'informer parce qu'ils se disent que nos présidents nous écoutent. La population nous écoute. Donc, si eux se mettent en déphasage avec nous, c'est eux qui perdent. Donc, mieux vaut venir nous écouter. C'est pourquoi je dis, souffrez que je travaille avec l'instrument de communication, la langue de travail qui est le français, pour permettre à chacun d'avoir sa dose. Au Burkina, avant d'aller, je vais vous laisser écouter ceci d'abord. Le gouvernement burkinabé a acté la révision de la constitution du Burkina Faso et l'institutionnalisation des langues nationales comme langue officielle, le français restant une langue de travail. De plus, le médiateur du Faso et le Conseil économique et social ne seront plus en vigueur. Leurs attributions et missions seront confiées à une nouvelle institution, le Conseil national des communautés. Ces décisions ont été prises lors du Conseil de ministres de ce mercredi. Le point complet avec Dramane Guéné. Sur la table du Conseil des ministres de ce 6 décembre, le projet de loi portant révision de la Constitution. Le texte est validé par l'exécutif et va suivre la procédure normale pour son adoption. Dans le projet de loi fondamentale des grandes réformes, l'élection des langues nationales en langue officielle. Sur les réformes que comporte ce projet de loi, il faut noter d'abord l'institution des langues nationales comme langue officielle. On va s'arrêter là. Les langues nationales au Mali et au Burkina deviennent des langues officielles. Le français est relégué au plan d'instrument de travail. C'est comme vous êtes un mécanicien, vous avez votre trousse à clé. Donc, vous avez vos instruments de travail, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin, par exemple, d'une clé à roue, clé 10, clé 12, tenaille, quoi d'autre encore. Vous avez besoin de ces instruments-là pour faire votre travail. Donc, le français perd sa place privilégiée de langue officielle. En d'autres termes, il y aura des changements au sein de nos institutions, de notre administration.
Si vous allez au Burkina, c'est le Moré qu'on va vous parler. Si vous ne comprenez pas le Moré, on peut échanger avec vous en français. Mais le français ne sera plus comme une langue obligatoire ou une langue imposée. Mais là où ça devient intéressant, on va ouvrir des universités au sein de l'AES. Oui, vous avez bien entendu. Des universités seront ouvertes au sein de l'AES. Ces universités-là vont répondre à un besoin. Rendre nos langues beaucoup plus professionnelles. Rendre nos langues beaucoup plus accessibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des échanges d'étudiants ou de formateurs ou encore d'élèves qui viendront apprendre au Mali uniquement le Bambara, le Dogon, le Peul, le Tamashek, en tout cas les langues couramment les plus parlées. Au Mali, on enverra des Maliens apprendre le Haoussa et le Zamarama au Niger. Au Niger, on enverra des Nigériens apprendre le Moré ou encore d'autres langues au Burkina, au Mali. Donc, on aura ce qu'on appelle cet échange interculturel pour avoir cette assise, parce qu'il faut, là où les peuples échouent, l'intégration, c'est au niveau de la culture et de la langue. Voilà pourquoi l'Union européenne a bien réussi son intégration. Parce que quand l'Union européenne, et surtout on a des jeunes gens, une parenthèse, on a des jeunes gens aujourd'hui qui développent des téléphones. J'ai vu un petit Ivoirien qui a développé le téléphone où on parle l'atier, le baoulé, le wabé, le gouro, la djoukou dans son téléphone. C'est encore ça en Côte d'Ivoire. On a vu la même chose ici aussi au Mali. Donc, nos jeunes gens, nos jeunes inventeurs seront mis à contribution. C'est là. C'est pourquoi je vous ai dit, ne regardez pas aujourd'hui l'AES par rapport au Nigeria ou à l'Afrique du Sud. Dans 5 ans, on va les talonner. Ça veut dire que quoi? Assimi vient d'inaugurer il n'y a pas longtemps un centre de haute recherche, de haute technologie par rapport aux jeunes. C'est-à-dire la création, l'initiative. Au Burkina, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Le téléphone que moi j'ai, je dis, ah, j'ai un téléphone. Le téléphone, je vais chez mes beaux-parents au Niger. Je dis, assalamu alaikum, nana folie là. Je dis, c'est en Bambara. Et le téléphone le traduit soit en Zamarma, soit en Haoussa. Ce sera la même chose au Burkina, en Moré, vous dites, en Haoussa ou en Zamarma, le téléphone vous le traduit. Donc, pour le moment, ce sera la chose la plus simple d'abord. On va mettre les nouvelles technologies à profit pour faciliter ce qu'on appelle l'intégration des peuples. Parce que des peuples qui ne se comprennent pas, l'intégration devient difficile. Si vous voyez que nous avons toujours échoué cette intégration, et que c'est sur cette base d'intégration que la France a voulu encore tabler pour créer la cacophonie au Niger, c'est de dire que la minorité arabe aujourd'hui est en train d'être attaquée, ce qui est absolument faux. Donc, on permet aujourd'hui aux petits Dogon de marier la femme Zamarama, la femme Peul, tous ces autres. Vous facilitez la création, vous facilitez l'interaction, d'abord culturelle. C'est par le mariage d'abord que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Vous mariez une femme Moré, vous mariez une femme Zamarma ou Haoussa, un jeune Zamarma ou Haoussa vient marier une Tamashek, une Peul, une femme Bambara, une femme Bobo. Vous rentrez et une fois que ce métissage culturel commence à grandir, dans la cour, on parle les mêmes langues. La maman va parler Moré de temps en temps à son fils, le papa qui est peut-être Haoussa, de temps en temps aussi, donc l'enfant prend les deux. Mais au dehors, il va parler son djoula ou son français à l'école. Donc vous voyez, et ça c'est fondamental. Donc quand on dit par exemple, ça devient des langues nationales, des langues officielles. Mais attendez, ce n'est pas comme ça, c'est pas des annonces dans l'air. Il faut mettre des universités où les gens doivent apprendre. Dès le bas âge, les élèves vont commencer à apprendre. C'est-à-dire qu'à partir, peut-être à partir de la classe de 3e
ou bien quatrième. On dit par exemple, comme on le voit, l'anglais ou l'allemand en troisième, on dit, bon, vous faites le choix entre l'allemand et l'espagnol. Vous ne serez plus obligé de faire déjà, quand vous arrivez au collège déjà, vous parlez, le Bambara fait partie du programme, du manuel. Le Bambara, le Moré, le Hausa, hein, le Tabana, le Zamarma, tout ça, il y aura des manuels scolaires pour ça. Donc, il faut que nos chercheurs, nos pédagogues commencent déjà à mettre en place des manuels pour les langues nationales, pour vulgariser les langues nationales, pour rendre les langues nationales beaucoup plus pratiques, plus accessibles, aussi bien au Mali, au Burkina qu'au Niger. Ça, c'est l'avantage que nous avons. Même nous pouvons créer des ordinateurs et celui qui parle moré, il va utiliser l'ordinateur en moré et puis faire des choses extraordinaires avec. Est-ce qu'on n'utilise pas l'ordinateur en chinois, en russe? Est-ce qu'on ne le fait pas en coréen? Alors, pourquoi ce serait difficile pour nous de le faire en moré? Pourquoi? Ce ne serait pas compliqué. Il suffit de prendre des décisions, il suffit d'envoyer les jeunes gens là où il faut, maîtriser la technique et puis les appliquer, c'est tout. Ça, c'était au niveau. Bon, maintenant, ça, c'est au niveau des langues. Bon, la francophonie, quelle sera désormais la place de la francophonie chez nous? Quel sera le rôle de la francophonie chez nous? Question que chacun doit se poser, mais je n'ai pas à répondre à ça ici. Alors, le 10 décembre, je l'ai dit, gardez en esprit hein, la question des langues là, ne les rejetez pas. Quand on parle ne les gardez toujours en esprit, parce que toujours on va faire référence sur ça. Le défi, la date de tous les défis, de tous les dangers, et les alliances du Sahel sont face à leur histoire, face à leur destin. Face à leur histoire, face à leur destin, comment? Si nos États dans le Sahel se laissent amadouer, manipuler par la CEDEAO, ce combat qu'on a mené sera un combat inutile, un combat de trop, sans importance, sans enjeu. Je répète, si nos dirigeants se laissent amadouer, berner par la CEDEAO, tout le combat qu'on est en train de mener, ce sont des combats qui sont voués à l'échec. Ça n'ira nulle part. Mais nos responsables doivent rester sereins, doivent rester inflexibles, doivent rester droits dans leurs bottes. Il y a une seule exigence que nous attendons de la CEDEAO par rapport à la réunion du 10 le dimanche. Une seule exigence. Quelle est cette exigence? La levée de toutes les sanctions du Niger. Il faut enlever les sanctions qui pèsent sur le Niger. Il faut enlever les sanctions qui pèsent sur le Niger. Maintenant, ils peuvent dire, on est prêt à analyser cette éventualité, mais à la condition de libérer Bazoum, on va faire un premier pas. Vous libérez Bazoum, nous on fait un premier pas. Et au regard de l'évolution de la situation, on va lever progressivement les sanctions. On me dira, mais Keïta, c'est une bonne chose. Oui, quand on regarde comme ça, avec un œil innocent, oui, ça a l'air d'être bon. Mais en réalité, c'est très dangereux. Une organisation qui dit l'option militaire reste toujours d'actualité. Vous croyez que vous pouvez faire confiance à une telle organisation quand elle dit on va lever progressivement les sanctions, mais libérer d'abord Bazoum? Je le dis, je le répète, nous avons une seule exigence, sinon deux. La première exigence, c'est de lever toutes les sanctions. Et en même temps, comme je l'ai fait avec le Mali, je vais demander au général Tiani, je vais demander aux opérateurs économiques du Niger, je vais demander aux transitaires du Niger
À cause de Dieu, si je ne m'abuse, demain est vendredi. Je vous demande pardon. Au nom de ce jour béni, de ce jour saint. Même si la CEDEAO lève toutes les sanctions, ne reprenez plus jamais la route du port de Cotonou. Je vous demande pardon. Abandonnez complètement Cotonou. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses véritables amis. Et le Mali a tiré toutes les leçons par rapport à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le port d'Abidjan est comme un port sec. Très peu de Maliens continuent de faire venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 100 transitaires ou 100 importateurs, il n'y a que 5 ou 10 qui continuent de faire venir certains produits. Même pas tout, hein, certains produits par le port d'Abidjan. Et ayant remarqué, constaté que l'année dernière, le Mali leur a donné un bénéfice net malgré les sanctions. Le Mali leur a donné un bénéfice net de plus de 1000 milliards. Juste, on vous parle de ça, c'est le dédouanement simple. Hein? Ça, c'est le dédouanement. Les produits qui viennent les dédouaner pour les faire entrer au Mali. Le Mali a fait rentrer plus de 1000 milliards dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Et ils se sont ramassés pour venir à Bamako, mettre en place une commission interministérielle, selon eux, pour relancer la coopération économique, surtout dans le domaine du port. Quand je suis tombé sur le document, d'abord, il y avait une réunion qui avait été programmée à Abidjan. J'ai dit au ministre Diop, monsieur le ministre, s'il vous plaît, rappelez du nombre de Maliens morts par la faute de Ouattara. Si la Guinée nous avait pas ouvert la porte de son port, on serait tous en train d'agoniser aujourd'hui au Mali. Et l'objectif de la CEDEAO certainement serait atteint. Il dit, monsieur Diop, je ne vous comprends pas quelle est cette précipitation pour aller en Côte d'Ivoire. Mais Dieu merci, à cette époque, il y avait une grande semaine culturelle au Burkina et le Mali était invité d'honneur. Donc pratiquement tout le gouvernement malien a été au Burkina. Ils ont même fait un conseil de ministres ensemble au Burkina. J'espère que vous vous rappelez. Donc, la réunion qui avait été programmée, personne n'est allé. Ils ont relancé encore une deuxième invitation. J'ai dit au ministre Diop, à cause de Dieu, ne le fais pas. Assimi n'a laissé personne partir. Et comme ils sont dans le besoin, la Côte d'Ivoire était serrée, la Côte d'Ivoire avait besoin d'argent. Eux-mêmes, ils ont formé une délégation et puis ils sont venus au Mali. Quand ils sont venus au Mali, ils ont fait passer à la télé, au RTM, c'est quoi de plus normal. La Côte d'Ivoire n'est pas un ennemi, mais c'est son président qui est un adversaire, un ennemi. Le message que j'ai lancé à la suite de ce qu'on a vu à l'ERTM, c'est le même message que je vais lancer au Niger. Je dis au ministre, si vous signez un document avec la Côte d'Ivoire pour reprendre les activités au niveau du port d'Abidjan, s'il y a des déconvenus, s'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des situations compliquées, monsieur le ministre, vous allez assumer entièrement vos responsabilités. Parce que le peuple ne vous le pardonnera pas. Et j'ai lancé le même message au président Goïta. Il dit, monsieur le président, on ne peut pas trahir la Guinée. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît les meilleurs amis. La Guinée nous a tendu la main. C'est à cause de la Guinée qu'on a pu atténuer les effets de la crise. Il est bon de se retourner et de rester avec la Guinée que de reprendre la Côte d'Ivoire. C'est un piège. N'allons plus en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent aller, c'est leur droit. C'est ainsi que 2 jours après, il y a eu des transitaires qui ont même fait des annonces pour dire qu'ils quittent définitivement le port d'Abidjan pour le port de Conakry. J'étais très content, très heureux.
Et la délégation ivoirienne, elle est venue, ils ont travaillé, ils sont partis. Aucune décision, aucun communiqué final n'a été signé. Après mon intervention. Quand on vous parle, on sait de quoi on parle. Après mon intervention, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de suivi jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je leur ai dit, coupons le pont. On continue la Guinée jusqu'on ouvre notre propre port au Mali. C'est la même chose que je vais dire au peuple du Niger. Il y a une probabilité qu'on lève les sanctions. Mais si vous courez pour aller vous jeter dans les mains de Patrice le criminel, l'assassin Talon, c'est votre choix. On ne peut pas vous obliger, mais vous aurez trahi la souffrance du peuple du Niger. Vous aurez trahi la résilience de ce peuple. Vous aurez trahi même la confiance du président si vous, commerçants et transitaires, vous courez encore entre les bras du Bénin. Ils disent qu'ils sont forts alors qu'il y a la convention de Vienne qui interdit tout ça. Mais au mépris du droit international, au mépris du droit humain, du droit humanitaire, ils nous ont frappé de sanctions inédites. Aussi bien le Mali que le Niger. Le Mali a survécu, le Niger est en train de survivre. Donc, vous n'avez pas besoin de renier avec le Bénin. Le gazoduc, c'est un autre cas. Les transitaires, habituez-vous au Togo parce que des grands bouleversements vont venir. Si vous voyez que j'avais dit aux opérateurs économiques ivoiriens et aux transitaires de faire maliens autant pour moi, aux opérateurs économiques maliens et transitaires maliens, parce que les décisions que nous allons prendre vont entraîner encore d'autres sanctions. Ces décisions-là sont liées à l'organisation des élections, à la participation de nos présidents de transition aux élections et bien d'autres éléments. Donc, ils vont essayer encore de frapper encore et utiliser le même mécanisme. Alors, si nous ne sommes plus là-bas, quel sera l'effet? Vous voulez frapper quelqu'un alors que la personne a abandonné la route. Vous allez rester là-bas longtemps, le soleil va vous tuer, même vous n'allez pas voir la personne parce qu'elle ne passera jamais là-bas. Si on ne passe plus par le port d'Abidjan, ils vont nous frapper avec quoi? Avec quelles sanctions ils pourront nous frapper? Si on ne passe plus par le port du Cotonou, avec quelles sanctions ils peuvent nous frapper? On sort notre monnaie. Comment peut-il assécher nos banques? On ferme nos frontières comme ils ferment leurs frontières. Nous, on tourne au sein de l'Iptako gourmand. On crée notre marché intérieur. Où est le problème? C'est pourquoi je dis que les trois États du Sahel sont face à leur histoire, face à leur destin. Et le peuple est celui-là qui subit. Mais le peuple dit, je suis prêt à aller aussi loin que possible, tant que ce combat-là est un combat noble dans lequel nous nous retrouvons. Alors, pourquoi? Au nom de quoi? Si demain ils disent qu'il n'y a pas de sanctions, et puis nous on va courir pour le port de Cotonou, on va les faire quoi là-bas? J'interpelle parce que les transitaires, les importateurs et certaines ONG ont porté plainte contre le Bénin, contre la CEDEAO, et ils ont été déboudés. Leur demande a été rejetée par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, peuple du Niger, je sais de quoi je parle. La société civile, des transitaires, des importateurs du Niger ont porté plainte devant la Cour de justice. Ils ont dit que la décision, c'est parce que... Mais cette Cour de justice-là, elle est dirigée par qui? Elle est dirigée par la Côte d'Ivoire, par le Ghana, par le Nigeria. Donc, ça peut aller où? Ça n'ira nulle part. Ils disent, c'est le langage de Ouattara qu'ils ont répété, hein, les propos de Ouattara. Ils disent, ce sont vos dirigeants même qui sont responsables de ce qui vous arrive. Donc, nous, on ne peut pas intervenir dedans. Depuis quand vous voyez une cour de justice digne de ce nom, honorable et respectable, qui tient un tel propos? La justice ne rentre pas dans ces genres de considérations. La justice rend la justice en fonction du droit. Mais la CEDEAO a dit clairement, on ne fera rien. On ne peut pas rendre ce jugement-là. On est incompétent parce que vos dirigeants ont ceux-là même qui ont occasionné cette situation que vous vivez.
Voilà ce que la Cour de justice de la CEDEAO a dit. Alors, si la Cour de la justice a dit ça, pourquoi vous au Niger, nous au Niger, importateurs et transitaires, pourquoi on va continuer à travailler avec le Bénin, même si la CEDEAO lève les sanctions le dimanche? Pourquoi on va le faire? C'est pourquoi je vais interpeller. Restez serein, déterminé et engagé. Le Togo nous a ouvert la porte. Continuons avec le Togo jusqu'à ce que notre canal au niveau du Mali soit ouvert. À partir du moment où le canal sera ouvert, on peut diversifier nos partenaires Guinée, Togo, Mali, on peut le faire. Et on peut faire venir 90, dans tous les cas, une fois que le port du Mali sera, parce que le port du Mali sera le port de l'AES. C'est là que le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont perdre. J'ai l'habitude de vous dire quelque chose, je vais le répéter ce soir. J'ai dit, l'homme n'est ingénieux que face aux difficultés. C'est pourquoi je dis, si on a les difficultés, Dieu ne nous met pas la difficulté pour nous punir ou même pour dire qu'il ne nous aime pas. C'est au regard des difficultés que Dieu voit sa création devenir véritablement cet être ingénieux, cet être créatif, cet être créateur, cet être super intelligent. Mais tant qu'il n'y a pas les difficultés, on dort sur nos lauriers, dans nos salons climatisés, à côté de nos femmes, de nos enfants. On ne réfléchit même pas, on ne raisonne même plus. Mais dès qu'une situation est là, on commence à creuser la tête pour savoir comment sortir de cette situation. Et aujourd'hui, grâce aux sanctions de la CEDEAO, d'abord grâce aux sanctions des Américains et de l'Union européenne, la Russie est devenue aujourd'hui la troisième, sinon la deuxième puissance économique après la Chine. Même pas un pays européen aujourd'hui n'est devant la Russie. Alors qu'avant la guerre, presque tous étaient devant la Russie. Parce que la Russie a su se réinventer pour devenir résilient, performant, prospère et attirant. La Russie l'a réussi face aux difficultés. La Russie qui dépendait de l'Europe, aujourd'hui autosuffisant, jusqu'à ce que la Russie vende les excédents de sa production. C'est-à-dire les surplus, elle les donne. La Russie ne pouvait pas faire ça avant. Aujourd'hui, il y a l'autosuffisance alimentaire à gogo. Vous qui avez suivi l'arrivée de Vladimir Poutine au Qatar, regardez la voiture dans laquelle il était, le Sénat. Sa voiture là, même la Beast, on appelle la voiture présidentielle américaine, on appelle la Beast, c'est-à-dire la bête. Même la Beast ne peut pas devant le truc de Poutine. Les gens ont fait des études de comparaison. La Beast ne peut même pas devant la voiture de Poutine. La voiture de Poutine, tu frappes à une roquette, la voiture la roule encore. Tu frappes à une roquette, ça va secouer la voiture, mais la roquette ne rentre pas. Il y a explosion atomique, la voiture passe dedans, il n'y aura pas même pas une petite fuite de radiation pour dire que ceux qui sont à l'intérieur peuvent être attaqués. La voiture peut rester pendant des heures, pendant des jours. Vous êtes à l'intérieur, tout est dedans sans sortir. Même, vous avez besoin d'aller dans votre petit besoin là. Il y a place de petits besoins dedans. Ils ont poussé les gens et les Russes ont montré leur créativité, leur ingéniosité. C'est la même chose que nous allons développer dans le Liptako Gourma. C'est en face des difficultés que finalement l'option de la création du port du Mali est venue. Ouvrir un canal comme le canal de Suez, comme en Égypte. Ouvrir le courant coupé, c'est pas glacé. Laisse mon truc, laisse, donne ma clé. Il faut aller, non, le courant est coupé. J'ai dit non, c'est pas glacé. Je veux le mettre dedans. Allez, faut passer. C'est pas glacé. Tiens ça. Donc, c'est en face de cette difficulté que nous sommes devenus ingénieux. C'est en face des défis qu'on nous a lancés que le Mali décide d'avoir son port. Si on a notre port, qui perd? C'est le Mali qui perd, c'est le Sénégal qui paye sa froulet, c'est la Côte d'Ivoire qui perd, c'est le Sénégal qui perd, c'est le Bénin qui perd. Parce que les flux d'importation
le Mali peut consommer au moins 80-90% de l'importation des 3 pays. Seulement 2 ou 3 vont passer par le Togo ou la Guinée. Nos propres produits viendront chez nous, au Mali. Donc, il faut, et aujourd'hui, nous sommes prêts à relever ce défi. Ce n'est pas tout. Quand vous prenez aujourd'hui ce que le président Assimi veut faire, vous croyez que Assimi est pressé à aller à une élection? On n'est pas, on ira. Moi, je le dis, je vois souvent les gens s'agiter, l'AES risque de freiner l'élection. Mais est-ce que Assimi Goïta va laisser les autres, pendant qu'on est en train de construire l'État du Sahel, et lui, il va se cramponner à vouloir organiser une élection? Pourquoi Assimi va faire ça? Oui, l'intention, quand nous avions dit que nous voulons faire les élections, c'était pas avec l'AES est créé. Aujourd'hui, l'AES est créé. Nous devons aller à une confédération. Mais donc, ni au Burkina, ni au Niger, les élections ne sont une priorité. Alors, pourquoi devrons-nous faire des élections une priorité? À la place d'Assimi Goïta, on avait décidé de faire les élections présidentielles au début, mais vu la création de l'AES et tout ça, je mets les élections régionales, municipales, législatives, on va les organiser d'abord. C'est-à-dire revenir au plan initial. Laisse d'abord la présidence. Mettez d'abord toutes les structures de l'AES. Et puis ensuite, vous allez déterminer comment la tête de l'AES va être chose. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'à partir de la semaine prochaine, des Russes doivent venir au Mali. Par rapport à tous les mémorandums qui ont été signés. Mémorandum d'entente, ils doivent venir et puis rapidement voir la faisabilité, quand ça peut commencer, ce qui doit commencer sur place va commencer. La construction de l'usine de raffinage la plus performante au monde, une usine de dernière génération, une usine capable, parce qu'ils sont allés, ils ont vu, ils disent c'est même chose comme ça, là on veut. Bon, on est tombé d'accord avec eux. C'est ce que je vous ai dit, il y a le système de troc. On lui dit l'usine, on peut la construire, par exemple, c'est un exemple que je donne, on peut la construire, équiper tout, fini tout à 2 milliards, 3 milliards ou 5 milliards. D'accord? Sur les 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, puisque ça a raffiné l'or, on va travailler là-dessus. La production d'or, sur chaque production d'or, par exemple, on va vous donner, je prends un exemple, 1%, 2%, 3% ou 5%. Sur 2 ans ou 3 ans. C'est-à-dire, la durée, normalement, quand vous prenez l'argent à la banque vous donne un délai de paiement. Donc, le délai de paiement, au lieu que ce soit l'argent liquide, ce sera en or. Donc, par rapport à la production d'or. Donc, par rapport à la production, nous, on les paye par or, ils construisent notre entreprise, c'est fini. Est-ce que le Malien a souffert? Est-ce que c'est un poids pour nous? Est-ce qu'on allait prendre crédit? C'est pas ce qu'on a fait. L'aéroport, on ne peut pas dire qu'on va faire l'AES. Tous nos aéroports doivent être agrandis. Aussi bien celui de Niamey, celui de Bamako, celui de Ouaga. On doit construire des aéroports beaucoup plus grands parce qu'il y aura des avions beaucoup plus grands qui vont atterrir chez nous. Ça, ce sont les projets que chaque président déjà a commencé à travailler. On peut pas avoir, si on doit avoir, évidemment, comme je l'ai dit, il y aura une compagnie parce que les ministres des Finances et des Affaires étrangères l'ont dit, il faut une compagnie aérienne. Mais comme le Mali est beaucoup avancé dans le dossier de la compagnie aérienne, la question c'est de savoir maintenant comment intégrer le Niger parce que ça sera beaucoup plus simple. Si par exemple le Mali dit je veux compenser avec 5 avions, mais y compris le Burkina, le Niger, au lieu de commencer avec 5 avions, on va commencer avec 50 avions. Au lieu de commencer par exemple avec 10 milliards, on va commencer avec 100 milliards. Mais attendez, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, il y aura une direction centrale dans les 3 pays. Il y a la direction centrale au Mali, la direction centrale à Niamey, la direction centrale à Ouagadougou. On travaille en synergie. Ce sont nos propres hommes, comme tu as détourné 5 francs de notre avion, là, tu vas en prison. Puisque c'est des militaires qui ont créé. Si tu t'amuses à détourner 5 francs, tu vas en prison. Ça n'a rien à voir avec Air Afrique. Air Afrique a été détourné par les parents d'Oufoué, les parents de Bongo, les parents de Yadema, c'est eux qui ont fait tomber Air Afrique. Ça n'aura rien à voir avec. Donc, il y a ces grands, maintenant, les grands défis, c'est ça. Ça, ce sont des grands projets structurants qui seront élargis à l'ensemble du groupe. Maintenant, revenons aux 10.
Le 10, ils disent que le 10, ils veulent imposer. Et aujourd'hui, vous savez que le direct qu'on a fait hier, là, est-ce que vous savez que le direct a créé le chaos? Est-ce que vous savez que le direct d'hier a créé la confusion et puis la honte? On dit, mais Keïta, comment? Le direct d'hier où je vous ai montré la photo de Macron avec le général Clotaire et comment Macron a humilié les présidents de l'Afrique de l'Ouest et se tait du côté de l'Afrique centrale. Ça a créé un véritable malaise dans les palais. Et chacun, et Macron, lui, parce que lui, il a cru qu'il faisait ça pour nous larguer. Mais il oubliait, la parole, les actes sont comme un couteau à double tranchant. Quand tu mets dans le fourreau, là, en rentrant, ça déchire. En faisant sortir, ça déchire. Donc quand Macron faisait sa bêtise, Macron croyait qu'il se foutait de nous. Il croyait que c'est nous qui larguait. Mais il oubliait qu'il était en train d'humilier Alassane Ouattara, Macky Sall, tous ces gens-là qui l'ont suivi. Et aujourd'hui, vous allez voir que le 10, à moins que ces présidents-là soient des présidents véritablement idiots, sans foi ni loi, sans orgueil ni dignité. Selon le 10, vous allez voir qu'ils vont décider autre chose. Mais nous aussi, nous sommes prêts par rapport à ce qu'ils veulent décider le 10. S'ils décident de nous frapper le 10, nous on sort, sans regret. S'ils décident de nous frapper le 10, on sort. On sort de la CEDEAO, c'est terminé. Après, ce sera entériné par nos assemblées nationales, mais on sort. Parce qu'on ne peut pas, moi je le dis, on ne peut pas accepter. Si les chefs d'État de la CEDEAO sont assez idiots pour accepter l'humiliation, l'affront de la France, au sein de l'Iptako Gourmand, nous, on ne l'acceptera pas. C'est le tic au tac. S'il fait le choix de soutenir certaines transitions militaires et fait le choix d'attaquer d'autres, nous n'allons pas nous asseoir, croiser les bras et le laisser faire ce qu'il veut dans nos États. Nous allons nous lever et nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. On ne permettra pas à un président lélé de venir imposer sa volonté. Ce n'est pas nous qui l'avons insulté, raison pour laquelle les Américains n'ont pas hésité. Pourquoi? Parce que les Américains ont vu le comportement de Macron par rapport au Gabon. C'est la raison pour laquelle les Américains ont présenté leur ambassadrice a présenté sa lettre de créance. Parce qu'ils ont vu le double jeu de Macron. Insulter les Américains, traiter-les de tous les noms. Mais les Américains, par moment, ils ont cette tendance-là quand même à vouloir traiter tout le monde sur... Même si la Russie, c'est un autre cas, la Chine, c'est un autre cas. Mais en ce qui nous concerne, donc, ils ont vu le comportement irrationnel de la France. Raison pour laquelle ils ont présenté. Mais regardez bien, quel jour la ministre américaine, l'ambassadrice, a présenté sa lettre de créance? C'était quel jour? Non. C'est quel jour elle a présenté sa lettre de créance? C'était quelques jours après la visite de Macron aux Émirats Arabes Unis par rapport à la COP 28. Donc, c'est au regard de l'entretien qu'il a eu avec le général Clotaire que les Américains ont envoyé. C'est juste après l'exhibition de cette photo partout dans le monde que les Américains ont décidé. Ce sont les Américains. Parce que c'est... Et là, c'est un message qu'ils ont envoyé à Macron. Mais est-ce que les Africains ont envoyé un message à Macron? Est-ce que les Africains ont réagi? Nous, on réagit. Je parle de ceux qui sont élus démocratiquement. C'est de ceux-là que je parle. Qui a dit quoi? Mais les Américains, par contre, ils ont réagi. Les Américains voulaient suivre la France, mais ils ont dit, attendez, c'est quel président irresponsable ça? Comment il peut faire ça? Comment il peut faire ça aussi? Donc les Américains disent, d'accord, comme tu es un président qui n'a aucune... Au moins, souvent, il faut être subtil. En diplomatie, souvent, il faut être beaucoup subtil. Il faut être très intelligent. Les Américains ont vu que c'est un président vraiment immature et idiot. Donc, ils aussi ont dit, d'accord, si c'est comme ça, il se comporte, allez, reconnaissons les choses. Bon, maintenant que les Américains reconnaissent ça, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, maintenant que les Américains reconnaissent le général, maintenant que les Américains envoient leur ambassade au Niger,
Maintenant que les Américains ont une présence de drones au Niger, la CEDEAO va-t-elle attaquer? C'est ça qu'on doit se poser comme question. La CEDEAO va-t-elle oser attaquer? Puisqu'ils disent que l'option militaire est toujours sur la table. Les Américains ont une politique. Je vais vous donner deux exemples. La première, c'est quand Barack Obama était au pouvoir. L'UNESCO a accepté la Palestine comme étant membre observateur. Pas membre, hein, juste membre observateur. Les Américains ont décidé de couper leur financement à l'UNESCO. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'UNESCO ne reçoit plus un centime des Américains. Ça, c'est Barack Obama. C'est pas ça? Maintenant, Donald Trump, quand la CPI voulait faire des enquêtes sur les soldats américains par rapport aux exactions, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les accusations portées contre les soldats américains, quand la CPI voulait aller enquêter aux États-Unis, Donald Trump a révoqué tous les visas du bureau du procureur de la CPI. Les Américains ont un principe. Ils ne financent pas là où ils ne contrôlent pas. J'ai dit, mais ils ne financent pas là où ils ne contrôlent pas. Et si la CEDEAO veut attaquer, ça veut dire que les Américains ont perdu le contrôle de la CEDEAO. Donc, toutes les sources de financement de la CEDEAO provenant des États-Unis vont arrêter. Est-ce que la CEDEAO est prête à dire non aux centaines de millions de dollars de la CEDEAO des États-Unis chaque année? Je vous donne ces deux exemples-là. Parce que souvent, quand Alassane Ouattara a sa bouche tordue avec son ventre rempli de médicaments, un vieillard qui est déjà aux portes de sa mort, là, devant sa tombe, mais qui veut toujours croire qu'il est un enfant de 10 ans. Il raconte sa vie, j'ai envoyé un bataillon. Mais les Américains disent, si nous, on ne contrôle pas une organisation, on ne la finance pas. Qui contrôle est celui qui finance. Qui finance est celui qui contrôle. Je vous ai donné deux exemples. L'UNESCO, les Américains ont dit non. Ils se sont opposés. Si vous le faites, on coupe notre financement. Quand l'UNESCO a fait, ils ont coupé leur financement. Donald Trump dit personne ne viendra enquêter chez un soldat américain. Quand Fatou a voulu s'entêter, ils ont révoqué tous les visas. C'est la même chose, ils vont faire la CEDEAO. Ils ont leur ambassadrice qui se trouve au Niger. Ils ont des soldats qui se trouvent au Niger. Et vous croyez que les Américains vont fermer les yeux et laisser la France pousser des soldats sans expérience, sans connaissance réelle du terrain, aller mener une guerre, sachant bien que cette guerre, elle est perdue d'avance? Vous croyez que les Américains vont prendre le risque de mettre la vie de leurs soldats, de leurs bases, de leurs drones? Parce qu'ils savent très bien que si la CEDEAO veut attaquer, forcément leur base sera exposée aux attaques. Ça, c'est ce qu'on appelle victime collatérale. Forcément, la base américaine sera victime d'attaque. Est-ce que les Américains sont prêts à tolérer cela? Donc, c'est pourquoi moi je dis au général de faire tout pour qu'ils chassent les Américains. Dans tous les cas, je ne les aime pas dans le Sahel. Ça, je vais être franc avec vous. Ils sont là, ça peut être un moyen de pression pour empêcher la CEDEAO d'intervenir. Ça, c'est une certitude. Mais je ne les veux pas au Niger. On n'a pas besoin d'eux. Donc le 10, les gens veulent se prononcer. Le 10, ils vont mettre sur la table la libération de Bazoum. Donc, avant le 10, ils ont fait une proposition de 2 millions de dollars à chaque pays. Ce que j'ai dit hier, ce que j'ai dit avant-hier, je le répète. Je demande à nos présidents de ne pas accepter parce que c'est un cadeau empoisonné. De ne pas accepter parce que c'est très dangereux. Je vais donner un exemple à Assimi Goïta pour qu'il comprenne très bien. Lorsque la médiation togolaise avait commencé,
lorsque laissons ça d'abord, lorsque le ministre Diop s'était rendu en Côte d'Ivoire pour apporter une demande du président Goïta, et ce jour, Assimi a été piégé. Si moi, Cheikh Oumar Keïta, j'étais au courant que Assimi Goïta avait écrit une lettre pour demander à Alassane Ouattara d'intervenir auprès de la CEDEAO pour alléger les sanctions contre le Mali, Wallah Billah, j'allais dire, monsieur le président, si vous le faites, vous allez humilier le Mali. Wallah, je ne savais pas. J'ai été surpris, choqué et très mal à l'aise quand j'ai vu Abdoulaye Diop en Côte d'Ivoire. La question que je me suis posée, qui a demandé au président, ou qui a encouragé le président, qui a proposé au président, qui a conseillé au président Assimi Goïta d'envoyer Abdoulaye Diop en Côte d'Ivoire? Et Alassane, c'est à cette époque-là qu'Alassane a fait comme ça. Qu'Alassane est monté chez ses chevaux. Qu'Alassane a vu le Mali comme un petit pays faible qui ne vaut rien. Parce qu'ils sont allés demander à Ouattara d'intervenir pour alléger les sanctions. Ouattara était content. À notre grande surprise, c'est là où je dis à Assimi de faire très attention, je dis au capitaine de faire très attention. C'est là où je leur dis de faire très attention avec les 2 millions de dollars proposés par la CEDEAO. Que s'est-il passé? Le document s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. La nièce d'Alassane Ouattara, qui est le chargé de communication de la présidence, elle a fait fuiter le document parce que aucun document ne rentre dans le bureau de Ouattara si la nièce d'Alassane Ouattara n'a pas visé aucun document. Même le directeur de la présidence, le secrétaire général de la présidence, le directeur de cabinet de la présidence, ils n'ont pas accès à des dossiers tant que elle, la nièce de Ouattara, n'a pas encore vu ces dossiers. S'il y a quelqu'un qui dit que moi là, s'il y a quelqu'un qui dit que je mens là, wallah billah, que Dieu le détruise. Moi, il n'a qu'à poser. S'il y a un dossier qui peut rentrer dans le bureau de Ouattara, que sa nièce n'a pas encore vu, s'il y a quelqu'un qui dit que c'est vrai, wallah, s'ils ne sont pas pour dire que Keïta t'a menti, que Dieu le détruise à jamais. La nièce d'Alassane Ouattara, aucun dossier. Pourquoi le secrétaire général Abdraman là, vous croyez qu'il a été limogé? Il a créé les conditions de son limogeage. Parce qu'il en avait marre. De la même manière, la petite là se foutait de Daniel Kablan-Denkan. De la même manière que Téné Brema se foutait de Kablan-Denkan. Denkan a démissionné, il est parti. La fille là, la nièce de Ouattara là, elle se prend pour le demi-dieu de la Côte d'Ivoire. En réalité, c'est celle-là même qui gouverne la Côte d'Ivoire aux côtés de son frère, après, de son oncle Ouattara. Alassane écoute celle-là plus que Téné Brema Ouattara. Alassane, si elle était garçon là, wallah billah, elle serait la régente, c'est-à-dire, elle serait la dauphine d'Alassane Ouattara. Il a formé celle-là, il a fait tout. Peut-être de toute notre intention sur Téné Brema, peut-être que c'est elle qui sera sa candidate au présidentiel, je ne sais pas, sa fille là. C'est sa nièce directe, c'est la nièce de sa petite soeur directe. C'est sa nièce directe, c'est-à-dire la fille de sa petite soeur directe. Celle-là, bon, sa maman, bon, moi, j'aime pas parler de la vie des gens, bon, on dit sa maman est folle, on l'a internée quelque part. C'est elle aujourd'hui. Elle est secrétaire générale adjointe de la présidence, mais comme l'autre est parti, elle est aujourd'hui secrétaire générale de la présidence. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est plus important dans le gouvernement de Ouattara. Ouattara président, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est plus puissant que le secrétaire général d'Alassane Ouattara. Même pas le premier ministre. Même pas le vice-président, même pas le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui est au-dessus de cette jeune fille-là. Enfin, elle est mariée à Bruno Nabana Koné. Personne n'est au-dessus de cette fille-là, à l'exception d'Alassane Ouattara. Personne. Et s'il y a 2 personnes dans le monde à qui Alassane Ouattara fait confiance, c'est sa femme Dominique Ouattara et puis sa nièce. Parce que celle-là, elle a couvert Ouattara. Celle-là, elle a un carnet d'adresse. Celle-là, c'est elle qui maîtrise la communication de Ouattara, c'est elle qui maîtrise la politique extérieure et intérieure de la Côte d'Ivoire. Celle-là que je vous dis. Donc, pourquoi, qui a fait fuiter la lettre du Mali sur les réseaux? C'est elle. C'est elle qui a proposé à son papa Ouattara
comme le Mali fait la grande gueule, on va les humilier. On va montrer au monde que le Mali vient te demander pardon. Tout ce qu'elle propose à Ouattara, Ouattara accepte. C'est ainsi que la lettre d'Assimi Goïta, qu'ils soient le remettre à Ouattara, une lettre confidentielle, ça s'est retrouvé sur les réseaux. Ce n'est pas tout. La demande du Mali, qui a été transmise à Alassane Ouattara pour le président de la commission, l'actuel gouverneur de la BCAO, la demande encore s'est retrouvée sur les réseaux. Pourquoi je dis ça? Pour dire à nos présidents, ne commettez pas l'erreur de tendre la main. Les 2 millions de dollars sont empoisonnés. C'est un piège. Si jamais, monsieur le président, vous prenez ces 2 millions-là, wallahi, façon, ils vont mettre les jeunes activistes sur vous. Façon, ils vont vous allumer. Nous-mêmes, là, on aura... Parce que ce sera faux. Si vous prenez que les gens sortent contre vous, en tout cas, moi, qui est en Nanda Douala, moi, je vais me taire. Parce que j'ai déconseillé. Si vous l'avez fait et que les gens sortent contre vous pour vous attaquer, moi, personnellement, les gens ont comme insulté, fatigué, mais je ne sortirai pas, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je vais assister comme tout le monde. Parce que ça, là, c'est un piège. Pourquoi c'est avant la date du 10 qu'on parle de ça? Pourquoi ils n'attendent pas au sommet? Écoutez très bien. Le président de la commission de la CEDEAO ne peut pas se permettre de prendre certaines décisions. Donner 2 millions de dollars aux États relève de la prérogative des présidents de la CEDEAO. Ça. Quoi? Ça. On ne peut pas le mettre dans la chambre là. Non, prends une petite donne. Tu vas le mettre là. Pourquoi? Donc, je répète, seuls les présidents de la CEDEAO peuvent décider lors de leur sommet de dire nous allons donner tel nombre de francs au Mali, au Burkina, au Niger pour les accords. Mais ce n'est pas au président de la commission de la CEDEAO. Donc déjà à ce niveau-là, c'est un piège. Mais Assimi Goïta, est-ce que vous comprenez? Capitaine, est-ce que tu vois maintenant? Tiani, est-ce que tu comprends? Je dis, le fait que c'est le président de la commission qui fasse cette déclaration, ça veut dire que c'est une fausse promesse et c'est un piège. Sinon, normalement, toutes les décisions concernant les États se prennent lors des sommets ordinaires ou extraordinaires de la CEDEAO. Et c'est ensemble que les présidents décident de donner tel nombre de francs au Mali, mais pas le président de la commission. Ce n'est pas dans ses prérogatives, ce n'est pas dans ses cordes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas il n'appartient pas au président de la commission. C'est après consultation, c'est après que les présidents se soient consultés, déterminés, que eux disent maintenant, voilà, on peut donner ça au Mali. Et là, il appartient au Mali, au Burkina de dire, on ne veut pas. Mais comment le petit président de la commission parle au nom de tous les présidents de la CEDEAO? Ça, c'est eux. Et pourquoi c'est maintenant? Et pourquoi on n'attend pas le sommet du 10 et c'est maintenant? Parce qu'on veut affaiblir, on veut amollir nos présidents. On veut les amener à amadouer leur position, à fléchir un peu. Parce qu'ils sont prêts à demander le retrait et la libération de Bazoum sans lever les sanctions. Si vous avez de l'argent, on vous demande de libérer Bazoum, on ne lève pas les sanctions. Au regard, vu que vous avez acheté l'argent, vous allez faire comment? Parce qu'ils croient qu'on n'a pas vu ça venir, ils croient qu'on ne sait pas ça. Donc, monsieur le président, n'acceptez pas, c'est un cadeau empoisonné. Et d'ailleurs, ce n'est pas au président de la commission de la CEDEAO de dire que la CEDEAO va donner de l'argent au Mali, au Niger, au Burkina. Et même si tel devait être le cas, ça devait se faire lors du sommet du 10. Les chefs d'État se penchent, décident, réfléchissent et font la proposition.
En ce moment, il appartient au Mali, au Burkina, au Niger, au Liptako Gourmand, à l'AES, de dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Quelqu'un peut vous dire je vais vous donner, mais cela ne veut pas dire que vous êtes forcément d'accord. Vous pouvez dire je ne suis pas d'accord. Donc jusqu'à ce que nos présidents répondent, nous disons que il n'appartient pas au président de la commission de la CEDEAO de faire une proposition. Il appartient au président, au sommet, avec tous les présidents de la CEDEAO, il leur appartient de décider de ce qui doit être fait ou de ce qui ne doit pas être fait. Et il appartient au Mali, au Niger, au Burkina, à l'AES, de tirer toutes les leçons et toutes les conséquences, si oui ou non. Donc, voilà un autre piège qui est mis à nu. Ce sont des menteurs, ce sont des corrompus, ils disent pas la vérité. Restons sereins. C'est pourquoi je dis, nous sommes, l'AES est face à son destin, face à l'histoire. Est-ce que nous allons rentrer dans le jeu de l'argent et puis tourner le dos à notre combat héroïque noble, ou nous allons maintenir tout simplement notre engagement et dire non à toute manipulation, à toute magouille. Et à la suite du 10, au regard des décisions qui seront prises, si ces décisions ne s'inscrivent pas dans la logique de l'AES, alors l'AES prend ses responsabilités face à l'histoire et décide de quitter la CEDEAO. Il est temps pour nous de quitter la CEDEAO. Il est temps pour nous de partir de la CEDEAO. fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko damisa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i ti fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne nin kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damisa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ja Sunafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka Sunafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛngɛnɛbugu bɔlɔfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana Sunafɔkɛ ɲininkali kɛ maa o maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la. Alors, c'était le message de notre naturothérapeute Suleiman Sanogo. J'insiste encore, si vous avez des soucis de santé, vous avez des problèmes de santé, quelle que soit la durée, quelle que soit la période, quels que soient les résultats qu'on vous a dit, quelles que soient les observations de vos médecins, je dis toujours une seule chose, s'il est dit par le Seigneur que vous devez guérir, si vous le contactez, Damsa se fera le plaisir de vous apporter cette solution, c'est-à-dire la guérison complète et totale. Je n'ai pas peur de le dire parce que je dis toujours, je mets ma crédibilité en jeu. Et j'ai cette crédibilité-là sur les réseaux. Et Damsa, ce n'est pas un produit, Damsa, c'est 15 produits, 16 autant pour moi. Hépatite B, cancer, cancer de la prostate, cancer du rein, cancer au niveau des os, cancer qui se récidive, et puis cancer au niveau du sang, l'hépatite B, vous avez le VIH-Sida, vous avez bien d'autres infections, drépanocytose, arthrose, vous avez l'hémorroïde interne et externe,
vous avez des infections cutanées, vous avez des infections anales, vous avez des infections sexuelles, vous avez des maladies sexuellement transmissibles, vous avez des questions de vision, d'audition, vous avez la peau qui se dégrade, vous avez des choses par moment, vous avez du mal à comprendre. Vous nous contactez. Je le dis à M. Sanogo, bon ben, moi particulièrement, je suis chargé de la commercialisation et de la vente sur les réseaux, en plus de la promotion que je fais. Donc, mon numéro, c'est, d'abord l'indicatif, c'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Vous nous contactez et on se fera le plaisir de vous aider, de vous orienter dans le choix judicieux pour vous apporter la guérison, n'est-ce pas, et vous soigner de ce mal. Soyez sans crainte, qui ne risque rien à rien. La maladie, par moment, on a l'impression que elle peut tout, mais elle peut pas tout. C'est vrai que la maladie, quand on est malade, elle nous empêche de faire beaucoup de choses. Mais quand vous décidez aussi de prendre le devant des choses, vous avez le résultat escompté. Il y a des corps qui sont réfractaires, il y a des corps qui sont difficiles, il y a des corps qui sont répulsifs. Ces corps-là, c'est pas un traitement, 2 traitements. Souvent, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 traitements, mais l'objectif est le même, vous allez guérir. Il y a d'autres corps aussi, dès que vous prenez les premières semaines déjà, l'amélioration est là. Donc, en fonction de la manière dont la maladie est implantée dans le corps, comment elle vous fatigue, la manière dont votre corps réagit aux produits, l'organisme, surtout si le système immunitaire est complètement mort, complètement inexistant, le damsal d'abord doit le régénérer, le faire redémarrer pour qu'il prenne sa fonction. Donc tout ça, c'est pourquoi je dis que quand il y a des corps qui sont répulsifs, comme il y a des corps qui sont réceptifs. Quand c'est réceptif, c'est rapide. Quand c'est répulsif, il faut d'abord réparer le système immunitaire de défense, il faut régénérer les cellules, il faut nettoyer le sang. Donc tout ça, souvent, ça prend un petit temps, mais toujours est-il que le résultat, c'est le même. En plus de toutes les maladies que vous pouvez avoir, j'ai pas tout cité, mais le 12, par contre, je dis toujours aux gens, si vous achetez un produit, si vous achetez Notre-Dame, ça autant pour moi, et que le mal, il est profond, ça fait longtemps que vous l'avez, je conseille toujours aux gens d'accompagner leur traitement avec le Damsa numéro 12. Le numéro 12 aussi est un très bon produit. Je vais avoir un exemplaire ici que moi-même je prends souvent avec Gaussou. Le 12, il est très bon. Il vous nettoie complètement, il régénère les cellules, il fait sortir vraiment la beauté naturelle, les rides, plein de choses. Et puis vraiment, il vous met au point. Sincèrement, quand vous le prenez, vous le nettoie. Franchement, il nettoie et puis vous libère. Souvent, il y a des hommes qui se plaignent de leur manque d'appétit. J'ai dit, bon, nettoyez-vous d'abord le corps, le sang, les organes, et puis ensuite vous allez voir. Voilà, donc ça agit. Donc le produit, il est bon, hein. Voilà, faites-nous confiance, contactez-nous. Une dernière fois, 72 77 47 88, l'indicatif c'est le 223. Je ne saurais terminer sans dire un grand coucou à Fatmata Batuli, à sa jeune sœur. Surtout du côté des CAI, les choses sont en train d'avancer. Une très grande organisation vous attend à CAI. Un grand réveillon vous attend à CAI. Une biennale vous attend à CAI. Des festivités culturelles, des festivités culinaires, des rencontres, des visites touristiques. Donc, CAI, avec le soutien de Fatmata Batuli Nyang, elle ne fait pas les choses à moitié, vous la connaissez, elle fait les choses comme il se doit. Alors, elle vous invite les uns et les autres à aller à CAI. Ceux qui ont déjà pris leur billet d'avion, faites vite. Ceux qui sont déjà là, faites vos réservations dans les hôtels à CAI parce que c'est pas sûr que tout le monde puisse avoir la place là-bas. Mais c'est pas grave, c'est le Mali, c'est l'Afrique. Il y a des familles qui vont vous recevoir. Si vous n'avez pas de place où loger dans les hôtels, les familles seront là parce que c'est du 26 décembre 2023 au 10 janvier 2024. Tous sont à CAI, n'est-ce pas, pour soutenir Fatmata Batuli. N'oubliez pas, nous avons aussi nos boissons énergisantes. Vous allez les boire à gogo et en quantité. Le thé, tous les bonbons aussi. Ne vous en faites pas. J'entends mon jeune frère, il n'a pas encore envoyé mon thé. Donc, quand il va envoyer mon thé, vous allez le découvrir aussi. On passe, alors, on vous souhaite
de passer une très bonne soirée. À très bientôt, Inch'Allah.